Bonjour Adrien Gindre, votre invité aujourd'hui. Mais vous qui mettez les entreprises, faut leur laisser un peu la parole. Je reçois ce matin le patron des patrons, le président du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous serez tout à l'heure aux côtés d'Emmanuel Macron pour une nouvelle session plénière du CNR, le Conseil national de la refondation. Quasiment tous les partenaires sociaux y sont, mais je dis quasiment, il manque quand même quelques syndicats, il manque la CGT par exemple. Vous y êtes? Vous êtes emballé, vous, par ce CNR? Vous êtes convaincu de son utilité? Emballé, pas forcément, mais moi j'ai envie de le faire réussir parce que c'est une démarche assez nouvelle qui essaie de mettre autour de la table des gens qui ne se parlent pas forcément, c'est-à-dire des élus de territoire, régions, maires, des partenaires sociaux, des ONG, et on est face à des défis qui sont énormes, donc donnons sa chance aux produits. Mais depuis le 8 septembre, il s'est passé quelque chose qui vous fasse espérer que vraiment il y a d'un côté ce qui a l'air d'avoir plutôt bien marché, mais moi j'y suis pas, enfin le MEDEF n'y est pas, c'est ce qui concerne l'école et la santé. Ce qui est vrai, c'est que sur les sujets qui nous concernent directement, c'est-à-dire ça s'appelle modèle productif, travail, logement, il n'y a eu qu'une seule réunion. Bon, pour le moment, on ne peut pas dire grand-chose. Non, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment démarré. Il y a une dimension que je trouve intéressante quand même dans la partie école et qu'on pourrait peut-être copier sur d'autres CNR, c'est la dimension territoriale. C'est à l'idée dans un pays ultra centralisé historiquement, et qu'il l'est encore, il faut le dire, que dans certains territoires, on peut trouver des solutions qui ne sont pas forcément depuis Paris, avec de la différenciation. Alors, toujours très compliqué de faire de la différenciation dans ce pays, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Donc oui, j'y vais avec l'envie que ça marche. En espérant que ça marche, donc voilà. Effectivement. Le gros sujet qui va vous concerner directement, et qui pour le coup est national, c'est celui des retraites, avec cette semaine les annonces attendues de la part du gouvernement et le report de l'âge légal à 65 ans. En tout cas, ça devrait être la réforme telle qu'elle sera présentée. Là, pour le coup, tous les syndicats y sont opposés, y compris la réformatrice CFDT. Est-ce qu'on peut faire cette réforme, aussi justifiée soit-elle, je sais que c'est votre point de vue, mais est-ce qu'on peut faire cette réforme contre eux ? Je ne sais pas s'il faut poser la question comme ça, pardon, mais la réalité, c'est la démographie. Et quand on a créé le système par répartition en 1945, il y avait 4 actifs pour un salarié, pour un retraité, pardon. Aujourd'hui, on est à 1,6, 1,7, et on va doucement vers 1,3, 1,4. Les Français le savent, d'ailleurs, quand on regarde les études, notamment chez les jeunes, ils sont très inquiets sur l'avenir de leur système. Enfin, de notre système, je devrais dire. Donc, on n'a pas trop le choix. Après, il y a 3 solutions, on le sait bien. Il y en a une qui consiste à baisser les pensions, c'est socialement inacceptable. On va faire d'ailleurs l'inverse dans cette réforme, on monte le système de pension minimum. Deuxième qui consiste à augmenter les cotisations des employeurs et des employés. Je crois que ce n'est pas possible pour d'autres raisons. Et donc, il faut travailler plus longtemps. Alors, travailler plus longtemps, on peut discuter 64, 65 ans. À la fin des fins, ce qui compte, c'est l'équation financière. Mais vous ne craignez pas, par exemple, un remède qui serait pire que le mal, si on fait une réforme, mais qu'en janvier, le pays est paralysé par des mobilisations, c'est l'économie qui va en pâtir. Oui, mais on ne peut pas s'arrêter à l'impact de manifestations sur 1, 2 ou 3 mois. On est là pour sauver un système qui est financièrement en très grande difficulté dans les 10 ans qui viennent. Moi, je ne crois pas d'ailleurs que ça soit, entre guillemets, la der des der. Il faut que les Français se disent que la démographie fait qu'il va falloir petit à petit faire des réformes de retraite, comme font les Scandinaves. Mais vous voulez même qu'on ajoute en fonction de l'espérance de vie, c'est-à-dire que oui, nous, on a proposé qu'à un moment, une fois la réforme faite, on ait, comme les Suédois, un système qui s'ajuste en fonction de l'espérance de vie, parce qu'au fond, c'est un équilibre à trouver entre le temps passé à la retraite et le temps de travail. On a la chance en France, et il faut le souligner, d'être un pays, grâce à notre système de santé, qui est parfois critiqué, où l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé continue à augmenter. Mais alors, si je comprends bien, plus l'espérance de vie va augmenter, plus on va travailler. Comment vous fixez le rapport, le curseur? On se dit qu'il faut passer combien de pourcents de sa vie à travailler, combien de pourcents à la retraite? C'est un débat presque philosophique. Oui, mais qui n'est pas négligeable. Non, mais je pense que la bonne manière de poser le débat, et c'est un débat qui mériterait peut-être d'être dans le CNR d'ailleurs, c'est de dire à chaque fois qu'on gagne 1 an d'espérance de vie, comment on le répartit, avec une nuance importante, je me fais le porte-parole des syndicats, qui est que
il y a un écart en fonction des professions, c'est-à-dire c'est pris en compte dans ce qu'on appelle les carrières longues, ou la pénibilité. Donc, le gouvernement a fait de premières annonces d'ailleurs sur les carrières il faut aussi prendre en compte l'espérance de vie par profession. Alors, je reviens juste d'un mot sur le contexte social. Même François Bayrou, qui n'est pas soupçonnable d'être contre cette réforme des retraites, il a toujours dit qu'il fallait bouger. Mais il dit encore hier dans le JDD, les Français n'ont pas été informés, nous n'avons pas fait l'effort de pédagogie. Lui, il craint quand même que même si cette réforme est indispensable, elle ne soit pas là, au bon moment, la bonne réforme. Oui, mais à un moment, on ne va pas reculer éternellement. Cette réforme, on a déjà reculé pour d'autres raisons en 2019. Plus on recule, plus le déficit se creuse. Donc je pense qu'il faut y aller. Qu'il fasse faire de la pédagogie, c'est clair. Hein. Moi, les études qu'on mène au MEDEF montrent deux choses. La première, c'est que les Français ont bien conscience qu'il y a un problème financier, mais ils ont aussi envie que ça soit pour les suivants. C'est encore 5 minutes, monsieur le bourreau. À un moment, gouverner, c'est aussi décider et choisir. Il y a une question aussi de à quoi va servir cette réforme exactement. Est-ce que c'est pour équilibrer le système de retraite ou est-ce que c'est pour financer d'autres politiques? Le gouvernement a eu les deux langages. Plus récemment, on était plutôt sur l'idée que ça financerait d'autres politiques, mais on sait que ça peut encore varier. Vous, c'est pas votre point de vue. Pourquoi? Non, il faut. Il y a un déficit. Alors le corps l'estime, je crois, entre 13 et 14 milliards. Ça dépend à quel curseur. Oui, il y a toujours un débat en fonction de la conjoncture. Oui, en fonction de la productivité de l'emploi et surtout de la date à laquelle on se place. Mais il faut, d'ailleurs, c'est la pédagogie qui doit être faite, démontrer que les mesures d'âge qui rapportent en cotisation, moins les mesures qu'on pourrait appeler sociales sur le minimum de vieillesse, moins les départs anticipés qui elles coûtent, l'équation totale fait qu'on résorbe le déficit à un horizon pas trop lointain. Mais donc là, moi j'attends des réformes liées aux retraites. Mais complètement. Les efforts des Français sur les retraites doivent financer uniquement les retraites. Il faut être clair là-dessus. Et j'attends, moi, jeudi, que la Première ministre arrive presque avec un PowerPoint, ou enfin en tout cas une courbe qui montre les recettes, les dépenses et comment on comble le déficit. Et vous attendez que la Première ministre donc fasse un équilibre réforme recettes-dépenses qui ne concerne que les retraites. C'est clair. Avec 65 ans. Pas un euro de cotisation supplémentaire retraite ne doit aller en dehors des caisses de retraite. Avec un âge légal à 65 ans, c'est votre souhait, pour le coup. C'est le plus efficace. Après, on peut trouver un équilibre, mais c'est le plus efficace. Ça dépend aussi des dépenses. Encore une fois, on n'a pas tous les éléments de curseur. Il y a quand même une question. Si la réforme des retraites ne permet pas de dégager des marges financières supplémentaires, où va-t-on trouver l'argent? Est-ce que vous dites aujourd'hui, il va falloir baisser des dépenses, et si oui, lesquelles? Parce qu'on pourrait vous rétorquer, on dit souvent qu'il faut baisser les impôts, mais baisser les impôts, ça coûte aussi de l'argent. Alors, pas toujours. Pas toujours. Quand vous regardez, par exemple, le produit de l'impôt sur les sociétés, qui a baissé en taux de 33% à 25%, en milliards d'euros, il y a eu un peu d'inflation, je vous le concède, on va avoir en 2022 des recettes supérieures à celles de 2017. Donc à un moment, vous savez, c'est un vieux proverbe qui dit « les autos tuent les totos », je ne sais plus exactement le proverbe, c'est-à-dire que à un moment, quand vous montez trop le taux de l'impôt... Quand on impose trop, on finit par plus gagner d'argent. Et voilà, on finit par décourager. Et au contraire, cet argent qui a été, entre guillemets, dépensé en baissant les taux, notamment sur les entreprises, a été investi et rapporte des recettes ailleurs. Vous savez, par exemple, que vous êtes directement, vous les entreprises, concernées par la suppression progressive de la CVAE. Il y a encore des parlementaires aujourd'hui qui lorgnent dessus en disant « est-ce que c'est vraiment une si bonne idée? Ça coûte 8 milliards au total, même si on l'a étalé sur 2 ans. Bon, on pourrait récupérer un peu d'argent. » Mais ils se trompent. La politique dite de l'offre, qui consiste à aider les entreprises pour derrière aider les salariés, c'est 1,5 million d'emplois depuis 2017. Ces gens qui travaillent, ils coûtent moins cher l'assurance chômage, ils cotisent dans les différents régimes, ils dépensent de l'argent qui rapporte de la TVA. Et donc, il faut avoir une vision globale des choses. Aider les entreprises, un moment ou un autre, c'est aider l'emploi et c'est donc aider, au fond, les recettes fiscales. Dans les défis qui vont vous concerner ces prochains mois, il y a, comme pour tous les Français, le risque de coupure d'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rassuré sur les garanties qu'ont les entreprises, la capacité qu'auront les industries pour lesquelles l'électricité est un bien essentiel, de poursuivre leur production? Est-ce que le cadre est suffisamment clair? Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Pas de garantie. Même pas pour vous. Non, mais bien sûr, s'il fait moins 30 tout le mois de janvier, malheureusement, on aura des coupures. Mais avec quelles conséquences sur la production française et sur l'économie? Des conséquences importantes. Mais moi, je ne me place pas dans la politique du pire. Évidemment, je ne suis pas un météorologue, je suis incapable de dire quelle température il va faire cet hiver. Mais étant donné les circonstances, qui est l'absence de gaz russe d'un côté,
la difficulté de notre parc nucléaire, qui petit à petit, on rallume les centrales, le gouvernement a fait le meilleur système de plan de prévention possible. Après, si on coupe des industries, enfin essentiellement les industries, il faut comprendre que quand on coupe un particulier 1 heure, bon, à part peut-être le congélateur, il n'y a pas de difficulté particulière, il faut remettre ses horloges à l'heure, etc. Mais enfin, le chauffage n'a pas trop baissé. Quand on ferme une usine, c'est 48 heures. Parce que dans la plupart des cas, en termes de sécurité, on est obligé de tout mettre en sécurité. Il faut repartir. Et évidemment, on ne passera pas outre la sécurité. Donc, ça peut avoir un impact. Mais aujourd'hui, tout a été fait pour que ça soit minimisé. Alors, pour que ça n'arrive pas, le gouvernement a aussi appelé les Français collectivement à la sobriété énergétique, à abaisser la consommation globalement de moins 10%. Est-ce que c'est un objectif que les entreprises peuvent également appliquer? Oui, vous avez vu les chiffres. Hein. Sur novembre, ça a commencé à baisser fortement. En fait, il y a des choses faciles à faire. Le chauffage à 19 degrés dans les bureaux, les enseignes qui étaient éclairées la nuit, on n'avait pas besoin de les éclairer la nuit. Sur les process industriels, c'est-à-dire la fabrication d'acier... Ce qui consomme le plus, en réalité. Là, c'est plus difficile parce qu'on a déjà beaucoup économisé, ne serait-ce que parce que, pour des raisons économiques, tout simplement. Donc, on est plutôt dans des changements de process, qui sont des process très lourds, où il faut investir énormément. Et la période, je veux dire, le faire en 2 mois est quasiment... Il y a des choses qui étaient déjà embarquées, mais c'est plus difficile. Donc là, c'est vous qui dites encore 5 minutes, Monsieur Le Bourreau. Il vous fera davantage de temps pour réduire la consommation. Oui, enfin, c'est pas 5 minutes au sens où on veut gagner 5 minutes. C'est qu'on a lancé les process, mais qu'il faut investir assez fortement. Il y a la prise en charge de l'État qui aide les entreprises. Le Trésor a fait un calcul. Il dit que tout ce qui est surenchérissement du prix de l'énergie, du gaz, du pétrole, ça a été pris en charge à 52% par l'État, 42% par les entreprises et 6% seulement par les ménages. Est-ce que c'est un ratio qui vous convient? Je ne sais pas s'il me convient. Déjà, je trouve ça très difficile à calculer. Mais enfin, si vous avez un doute sur les chiffres du Trésor. Bon, je trouve ça très précis. Vous voyez, le 42% me paraît... surtout, ça dépend un peu du prix de l'électricité et de l'énergie cet hiver. Mais bon, une fois parce qu'il y a un bouclier... Là, pour le coup, c'est pour cette année. Effectivement, bon, elle est quasiment terminée, l'année 2000. Non, mais à la limite, ce qui n'est pas complètement faux, c'est qu'on a protégé les ménages, d'où l'inflation moins forte en France. On a protégé aussi les entreprises. On a protégé les entreprises, mais beaucoup moins que nos collègues allemands. C'est une des difficultés qu'on a. Et c'est une erreur. Non, je crois que ce qui est l'erreur, c'est d'avoir fait, mais c'est les Allemands qui ont démarré, pour être honnête, un espèce de chacun pour soi européen, alors qu'il aurait fallu, dans un premier temps, faire en urgence un espèce de bouclier européen qui mettait toutes les entreprises européennes à égalité. Et on ne désespère pas que ça soit encore en place, qu'il y ait des problèmes de concurrence intra-européenne. Même si, en effet, les Allemands n'ont pas l'air très allants sur ce sujet. Oui, mais ils doivent faire valider leur dispositif par Madame Vestager, et croyez-moi, ça n'est pas facile. Et puis, le deuxième temps, mais qui est urgent, c'est de refaire ce qu'on appelle le market design, la fixation du prix de l'électricité en Europe, parce qu'il faut bien comprendre que, contrairement au pétrole, qui est un prix mondial, quand le pétrole montait, les Américains payaient le même prix, ils montaient pour tout le monde. Quand le prix de l'électricité varie, il est local. Et donc, on a un problème très grave de désindustrialisation en Europe si... durablement, on paye notre électricité 5 à 6 fois plus cher que les Américains. Emmanuel Macron, il est allé il y a 10 jours aux États-Unis pour parler du prix du gaz que nous vendent les Américains, de cet Inflation Reduction Act, qui est un plan massif de près de 400 milliards de subventions à l'industrie américaine ou à ceux qui voudraient bien produire aux États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il en est ressorti quelque chose et qu'on va pouvoir éviter les délocalisations de production? Alors, vous évoquez un autre point, il y a l'énergie, pour lequel on peut... Il y a 2 sujets en parallèle, en effet. Voilà. Mais se rajoute une sorte de double peine pour les industriels européens, qui est ce fameux Inflation Reduction Act, qui est porte mal son nom d'ailleurs, parce qu'en fait c'est un système de subvention à la décarbonation. Alors, on peut s'en réjouir quand même, c'est-à-dire que les Américains nous emboîtent le pas sur la décarbonation. C'est plus Trump. Mais en subventionnant ce qui est chez eux. Mais exactement, c'est quand même Trump parce que c'est America First. Donc, on a un problème là de concurrence déloyale et il y a 2 solutions. Soit ils font des exceptions pour les entreprises européennes qui produisent en Europe. Moi, je n'y crois pas trop. C'est ce qu'a demandé le président. Mais on sait que le patriotisme, pour prendre un mot positif des Américains, est assez fort. Donc il n'y a pas de garantie sur ça aujourd'hui qui sont accordées. Soit on a un IRA européen, c'est-à-dire l'équivalent. Aujourd'hui, il y a des industriels, par exemple dans la chimie, alors plutôt des Allemands d'ailleurs, qui regardent où investir et qui disent dans mon usine aux États-Unis, on me finance jusqu'à 80% de l'investissement de décarbonation. En Europe, on me propose 30%.
pour des produits qui sont identiques, je vais évidemment aller aux États-Unis. Et répondre par une taxe carbone aux frontières de l'Europe, est-ce que ça, c'est une solution? Non, ça ne résout pas tout, loin de là, parce que d'abord, c'est très compliqué. On y est favorable, hein, mais c'est très compliqué à mettre en place. La traçabilité des produits fabriqués de manière extra-européenne, enfin à l'extérieur de l'Europe, c'est très compliqué à tracer. Donc, je pense que la bonne solution, c'est de matcher le système américain. De faire un miroir, la même chose chez nous, quoi. Tout en leur disant, parce qu'il y a aussi une question de bras de fer, il faut dire ce qui est, c'est une négociation. Mais si je vous comprends bien, Emmanuel Macron n'est pas revenu des États-Unis avec une solution clé en main à vous proposer à des entreprises françaises. Non, mais parce qu'il ne peut pas, c'est une solution européenne. Aujourd'hui, il faut le dire, les Européens ne sont pas unanimes, notamment les Allemands qui craignent des représailles, qui exportent aux États-Unis. Et on n'est pas dans la même situation que les Allemands. On a un déficit commercial extérieur abyssimal, vous le savez. Les Allemands exportent et ont un excédent commercial. Et donc, on n'arrive pas à trouver une position européenne. Mais c'est urgent de le faire. Une partie des défis auxquels on est confronté aujourd'hui viennent de la guerre en Ukraine, une partie. Demain après-midi, une conférence franco-ukrainienne réunit à Bercy 500 entreprises françaises pour voir quel peut être leur rôle dans la reconstruction de l'Ukraine. Et justement, quel peut être leur rôle? Qu'est-ce que les entreprises françaises peuvent apporter? Alors d'abord, moi j'étais en Pologne vendredi, on a eu une pré-réunion avec des ministres ukrainiens et polonais. L'urgence, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'on n'en est pas encore à la reconstruction, ne serait-ce que parce que... Donc c'est l'hiver d'abord avant de penser à la suite, quoi. Oui, il y a des urgences, il y a des problèmes de groupes électrogènes, il y a beaucoup de systèmes électriques qui sont bombardés tous les jours. Donc ils ont besoin avant tout d'un secours humanitaire, mais technologique et industriel. Alors pour être très terre à terre, un secours qu'on leur donne ou qu'ils nous achètent? Il y a une partie de dons. Et il y a sûrement une partie d'achat, un peu comme pendant la guerre, la Grande Guerre mondiale, les Américains faisaient des prêts de matériel de guerre et qui étaient remboursables après. Après, il y a la reconstruction qui devra commencer par l'ouest de l'Ukraine, qui est moins détruit et surtout moins bombardé. Mais la reconstruction, elle peut vraiment commencer quand on commencera à avoir une stabilisation, peut-être pas la paix, mais en tout cas une stabilisation. En tout cas, les entreprises françaises sont derrière l'Ukraine, hein, même si on était beaucoup présent en Russie et on a eu beaucoup de départs de Russie. Moi, j'avais invité le président Zelensky à intervenir à la REF, à notre grand rassemblement fin août. À la rentrée. Voilà, exactement. Et donc, elles seront présentes demain à Bercy. Il y a quand même un défi qui se pose aussi à vos salariés au quotidien sous multiples formes. Il y a par exemple le prix du carburant pour ceux qui prennent la voiture pour venir travailler. Le gouvernement y a en partie répondu en annonçant une nouvelle aide à partir du 1er janvier qui substitue à la ristourne actuelle. Dans cette aide-là, à ce stade, il n'y a pas les demandeurs d'emploi qui pourtant sont censés être en recherche active. Est-ce que ça vous paraît être un bon choix de se dire on se concentre que sur ceux qui travaillent vraiment? Et les caisses ne sont pas sans fond, hein, et donc il y a un moment on ne peut pas financer tout le monde. Moi je regrette un peu d'ailleurs qu'elle ne soit pas plus ciblée sur les... Au départ ça devait être les gros rouleurs. Oui, finalement, ce qui est vrai, c'est 80% des salariés, 78 je crois exactement, prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler et font en moyenne 27 km. Donc, en net, l'augmentation du prix de l'essence, même si elle a un peu baissé ces derniers temps, a un impact sur le pouvoir d'achat, en même temps que l'inflation, en même temps qu'un certain nombre de coûts qui augmentent. Et il y a les entreprises qui peuvent aussi faire quelque chose. Oui, alors il y a un système d'indemnité carburant qui est défiscalisé pour les entreprises, mais qui leur coûte, qui a été mis en place. On n'a pas les chiffres, donc je ne sais pas combien d'entreprises le font. Et puis, il y a tout ce qu'on paye pour le transport des salariés, donc le remboursement, le pass Navigo, ce qu'on appelle le versement mobilité en Ile-de-France. Que Valérie Pécresse aurait bien aimé augmenter en Ile-de-France. Mais il va augmenter, je vais vous dire pourquoi. Parce que la masse salariale, comme il est assis sur la masse salariale, il va augmenter naturellement. Parce qu'il y a plus de salariés, donc plus de contributions. Plus de salariés, puis les salaires augmentent. Oui, oui. Ouais. Et en plus, juste le versement mobilité, ayant en tête qu'on le paye dans toutes les métropoles, avec parfois un problème, il faut le signaler, c'est que les transports en commun ne vont pas toujours là où les salariés travaillent. Ils vont là où les gens habitent. Et ça, c'est une demande qu'on fait. Les entreprises. C'est une demande qu'on fait aux organisations, aux organismes qui organisent le transport, c'est d'avoir une place au conseil d'administration pour pouvoir dire, on voudrait que les transports en commun aillent là et là. Sinon, on va garder le tout voiture. Ça peut valoir demain pour les futurs RER métropolitains qui seront développés d'ailleurs. Exactement. Vous en avez parlé avec Valérie Pécresse parce qu'on peut se dire, a priori, elle n'est pas soupçonnable de mener une politique anti-entreprise. Pourtant, ça lui paraissait censé de venir chercher de l'argent de votre côté. Alors, on en a évidemment parlé. Elle a un problème, c'est des coûts qui augmentent. Elle ne peut pas être en déficit. Île-de-France Mobilité ne peut pas être en déficit.
Donc, elle avait un problème de ressources. Mais nous, si vous voulez accepter une augmentation, enfin un déplafonnement du taux, c'est ouvrir la porte, à des impôts qui augmentent, mais aussi partout, puisque ça veut dire que le versement mobilité serait déplafonné partout. Donc, c'était inacceptable. Donc là, non pour aujourd'hui et non pour demain, on comprend bien. Il y a aussi le levier des salaires. Souvent, le gouvernement lui-même dit, on demande aux entreprises qui le peuvent d'augmenter les salaires. Est-ce que vous savez dire combien d'entreprises le peuvent, les ont augmentés, vont les augmenter ? Non, on n'a pas de statistique qui tient la route, mais on a quelques indications qui sont plutôt des enquêtes, donc ce n'est pas des statistiques exhaustives. On est autour de 4% sur l'année 2022. Les intentions, mais ce sont des intentions, et les négociations vont démarrer là, elles démarrent d'ailleurs maintenant, sont autour de 5 pour l'année prochaine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des négociations au début d'année 2022, avec une inflation qui était prévue à 3 ou 4%. Et donc, on était à peu près dans l'épure de l'inflation. Alors, il faut prendre en compte les augmentations et les primes qui viennent en plus. Et puis, on a été, rattrapé par l'inflation. Mais si les syndicats vous disent ce qui compte, c'est le salaire, pas les primes. Il faut prendre tout en compte. Mais à la limite, au-delà de ce débat-là, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a négocié début 2022 avec des prévisions d'inflation qui se sont révélées en dessous de la réalité. Donc les négociations de 2023 qui vont démarrer vont probablement prendre en compte plus d'inflation. J'ajoute un point quand même. Dans ces augmentations, les bas salaires ont été augmentés plus que les salaires des cadres, notamment parce que le SMIC a augmenté assez fortement et va réaugmenter en janvier. Et donc, pour les gens à faible pouvoir d'achat, donc plutôt en bas de l'échelle, l'inflation a été compensée. Il y a des entreprises où on a assisté à des grèves préventives d'une certaine manière avant que les négociations aient lieu pour faire pression dessus. Alors certaines privées et puis d'autres qui relèvent plus du secteur public. Voilà, exactement. Est-ce que justement, c'est la question que je voulais vous poser, c'est une tendance qui s'affirme aussi dans les entreprises ou est-ce que ça reste très marginal ? Je vais être très prudent parce que vous savez, dans ce pays, prévoir ou pas des mouvements sociaux, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des négociations. Il y a forcément des tensions. C'est normal, d'une certaine manière, c'est la conséquence de l'inflation. Mais on ne sent pas de mouvement de grève. Je suis très prudent parce que vous voyez ce qui se passe en Angleterre, qui est un pays qui n'a pas d'historique comme le nôtre et où il y a quasiment une grève générale pour Noël. Mais il faut dire que l'inflation en Angleterre a dépassé les 10% et que les salaires ont augmenté de 4 ou 5%. Mais vous ne sentez pas ce climat social aujourd'hui chez nous ? En fait, en tout cas, la situation est très hétérogène. Parce que de même que l'économie, l'état des entreprises est très hétérogène, le gouvernement dit celles qui le peuvent, il y en a qui le peuvent. Et d'ailleurs, vous avez vu Total, EDF, d'autres qui ont augmenté de 6, de 7% avec des primes significatives. Et puis d'autres, souvent des PME, qui sont coincées et qui n'y arrivent pas. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin.